Bonsoir à tous, je crois qu'on est en ligne. Bienvenue au live meeting de WinCop. Ce soir, je suis avec Nils et Louise qui représentent tous les 2 la société, WinCop. Du coup, vous êtes sur l'outil Livestorm pour un live, avec Lita. On commence avec la On question de commence avec la Célia, question de Cilia. qui nous demande: Qui «Pourriez-vous préciser les différences entre le transport en conteneur et le transport en palette en termes d'impact écologique?» Je peux y aller. Je dirais que le transport en palette est un peu mieux dans un monde où tout le monde serait d'accord pour transporter en palette. Le transport serait un peu moins émissif puisque quand on transporte en conteneur, on transporte le poids du conteneur malheureusement. Et en plus, bon nous ce sera pas notre cas parce qu'on a une ligne assez simple avec 2 extrémités, puis on va remplir le bateau correctement dans les 2 sens. Donc, la ligne est équilibrée. Mais si vous prenez un trade, transatlantique, par exemple, il y a un vrai déficit à l'export, des US et donc, tous les conteneurs partent d'Europe, pleins et reviennent, vides. Donc, c'est un peu le problème des conteneurs, c'est que une fois qu'ils arrivent à destination, le plus souvent, ils repartent à vide. Donc, c'est un peu mieux de transporter, en palette dans la mesure du possible. Je suppose que votre question est liée, comment dire? Que vous faites la comparaison avec ce que fait, pas Grain de Sel, mais TOWT. Et donc, c'est bien ce qu'ils font. Et s'ils trouvent des chargeurs qui sont prêts à les accompagner dans cette, démarche, eh bien, tant mieux. Je dirais que le conteneur, c'est une vraie épine dans le pied. C'est vrai que c'est dommage parce que ça fait transporter du poids en trop, ça fait perdre de la place sur les bateaux et en même temps, logistiquement, c'est d'un tel confort que, finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, la planète entière est transportée dans des conteneurs et on n'a rien trouvé de mieux et en fait, je pense, j'espère me tromper, hein, mais je pense qu'on fera pas beaucoup de cargos, transportant des palettes parce qu'aujourd'hui, c'est trop pénible, en fait. On peut, comment dire? On peut transporter en palette à la condition de trouver un chargeur vraiment très engagé qui dit: «Bon, OK, je vais faire cet effort», mais franchement, ça coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus compliqué, on sécurise beaucoup moins la marchandise. Mais nous, je dirais 90 des chargeurs qu'on a vus à Madagascar, personne n'est prêt à faire de la palette. C'est surtout pour ça qu'on s'est engagé sur le conteneur. C'est parce qu'aujourd'hui, sur Madagascar, cette ligne qu'on développe actuellement, tous les chargeurs, donc quand on dit chargeurs, c'est nos clients en fait, hein, c'est des importateurs-exportateurs, utilisent le conteneur et dans une volonté d'avoir un fort impact, avec, des cargos à voile, il nous semblait aussi important de, enfin il y a plusieurs combats, si on veut vraiment, décarboner le transport, il y a, celui de consommer moins, il y a, celui de peut-être transporter différemment. Nous, on s'est positionné sur un navire qui décarbone, mais notre volonté, c'est de simplifier au maximum le passage à l'acte pour nos clients. Et donc le conteneur sur Madagascar, c'était vraiment le moyen de pouvoir, rapidement gagner, un marché, en fait. Je veux préciser pourquoi le conteneur, c'est si pratique. C'est que, c'est à la fois un contenant, mais c'est aussi, une manière de sécuriser la marchandise. Si vous exportez de la vanille, vous mettez votre vanille qui coûte cher, hein, déjà. Déjà, même dans les conteneurs, il y a des problèmes de vol. Mais sans conteneur, imaginons, ça arrive, en palette dans un camion. Il faut dépoter, le camion palette par palette avec des phénoïques, entreposer, dans un entrepôt. Là, vous avez des problèmes de contamination, par d'autres odeurs, de vol, de comment dire? Contamination par les rats aussi et ensuite votre bateau arrive. Là, il faut ressortir toutes les palettes une par une avec un phénoïque. Donc ça coûte vraiment cher, la manutention sur les ports. Chaque mouvement de phénoïque va coûter franchement cher. Ensuite, effectivement, la partie sur le bateau se passe bien parce qu'on arrive à mieux remplir le bateau avec des petites palettes qu'avec des gros conteneurs. Donc ça, c'est le côté positif et arrivé de l'autre côté eh bien pareil, vous devez débarquer palette par palette, les entreposer, puis recharger votre camion. Donc on appelle ça des ruptures de charge qui coûtent très cher, en temps et en argent. Et le conteneur peut, lui, être déchargé directement, posé, partir en train sur un wagon, enfin voilà, il y a dans la Ouais, multimodalité, c'est très intéressant comme outil. j'espère que la réponse, convient. Mais C'était encore une fois, très moi, clair. je dirais si nos chargeurs, vous les transporter en palette, nous, on serait heureux de le faire. Très clair. Je crois qu'on m'entend en double, c'est ce qu'on m'a dit.
Ça doit pas être très agréable. Est-ce que vous pouvez prendre la suite sur les questions? Ouais, Parce que c'est vrai que je m'entends en double aussi. OK. Du coup, la prochaine, c'est de Philippe Léna. Ouais. Alors 30 de réduction du fuel, c'est le max qu'on peut atteindre avec la voile. Je te laisse, à OK. nouveau, répondre sur les aspects techniques. Alors, c'est une question simple et complexe, la réponse est complexe. Hem, En fait, ce qui joue énormément déjà, c'est la vitesse à laquelle on veut aller. Si on veut aller franchement vite, donc je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion des nœuds, mais disons une vitesse de 17 nœuds, c'est rapide pour un cargo. Enfin, c'est à 17 nœuds, c'est même plus la peine de mettre des voiles. On fera que du moteur et les voiles, elles vont faire drapeau, sur le pont du bateau. D'accord? Donc retenez 17 nœuds, limite haute, plus la peine de mettre des voiles du tout. Et si on réduit la vitesse, on va dire à partir de 7 nœuds, encore une fois, je fais une approximation, hein, mais à partir de 7 nœuds, vous pouvez considérer que vous faites 100 de la voile et 0 de moteur. Donc ça, c'est ce qu'on peut, cibler. D'accord? Donc vous voyez qu'en fait, entre une vitesse de 7 nœuds et 17 nœuds, vous passez de 100 de voile à 0 de voile et 100 de moteur. Donc vous voyez en fait que, dès que vous changez votre vitesse et que vous déplacez le curseur vitesse de 1 nœud, eh bien vous avez le ratio voile-moteur qui se déplace de plus ou moins 10. Encore une fois, c'est caricatural, mais c'est pas loin d'être exact. Donc, il faut trouver des chargeurs, des clients qui sont prêts à aller plus doucement. Et donc, c'est le choix qu'on fait avec WinCop, de dire la vraie vitesse, la vitesse qu'on doit adopter, c'est une vitesse lente et aller à 17 ou 20 nœuds n'a aucun sens. Donc, à partir du moment où on fait le choix d'aller à 8 nœuds, on pourrait se dire bon, bah, c'est très bien, il y a juste à consentir à attendre un petit peu plus longtemps sa marchandise. Mais en fait, il y a un autre effet qu'on ne calcule pas forcément, c'est qu'en allant lentement, on passe plus de temps en mer et donc, à la fin de l'année, on aura fait moins de rotation entre Madagascar et la France et donc on aura transporté moins de marchandises et pour autant, on a toujours autant de frais fixes. C'est-à-dire, on doit rembourser le bateau à la banque, on doit payer les marins, on doit entretenir le bateau et cetera. Donc on amortit, comment dire? Tous ces frais fixes sur moins de marchandises transportées et donc in fine, ça coûte plus cher. Donc tout ça pour dire que c'est contre-intuitif, mais aller moins vite, ça permet d'être plus écologique, mais par contre, c'est plus long et c'est plus cher. Donc pour répondre à la question, 30 de réduction, Ah oui, c'est pas pardon. du tout le max. Ouais. Avec le navire Wincop, là, tel qu'il est designé, on sait qu'on peut être, sur du 100 à la voile quand on est en mer et utiliser uniquement le moteur, dans les ports. Donc si on plaçait ce bateau sur une transatlantique, comme le fait Toth, comme, le font Neoline qui est aussi passé sur WICID et cetera, on va atteindre des économies d'énergie de l'ordre de 90. C'est-à-dire que ce navire va consommer 90 d'énergie en moins que le même navire avec que du moteur, sans voile. Sur la ligne Madagascar dont on parle actuellement, on est sur des conditions météo et de vent qui sont bien différentes qu'une transatlantique et donc même en étant à une vitesse très faible, comme l'expliquait Niels, on va plafonner à 60 d'économie d'énergie, c'est une moyenne. Il y a des rotations, on va faire mieux, il y a des rotations, on fera peut-être un peu moins bien parce que la route fait qu'en nord-sud, on va passer, bah, par Suez déjà, où on va être au moteur et puis on va passer la ligne de l'équateur. Et au niveau de l'équateur, il y a plus de vent en fait. On est vraiment au milieu des 2 systèmes, de vent, hémisphère nord, hémisphère sud et donc là, si on ne souhaite pas rester tanké pendant des jours, voire des semaines à cet endroit-là, on doit mettre un coup de moteur et comme le disait Niels, l'enjeu, c'est pas non plus pour nous de rester, des semaines en mer, quitte à ne pas produire, du tout de carbone, mais plutôt de continuer à assurer un service qui est, économiquement viable et qui nous permet un positionnement aussi, d'un point de vue, compétitif très intéressant. Je reviens sur ce que disait Niels il y a longtemps, mais, avec un transit time qui est plus court, parce qu'on est sur une ligne directe. Et Et je peut-être, voudrais aussi rajouter une chose. je peux vous poser une question? Il y a quelque chose que je trouvais intéressant, c'est d'expliquer comment vous arrivez à faire vos projections de temps et de réduction. Enfin, je sais que vous expliquez, Ouais, d'une manière assez claire. OK. OK. Alors déjà, il faut savoir que, dans le transport, nos clients sont prêts à consentir à ce qu'on mette un peu plus de temps. Mais par contre, il faut être réglo sur, l'ETA, c'est-à-dire l'heure d'arrivée. Il faut respecter ça
parce qu'à l'arrivée, il y a plein d'autres moyens logistiques qui nous attendent. Il y a d'autres bateaux, des trains, des camions, et donc on peut pas dire ah bah zut, il n'y a pas de vent, désolé, on arrive une semaine trop tard. Donc il faut respecter ce fameux transit time. Donc une fois qu'on s'est mis d'accord avec tout le monde sur le fait qu'on allait aller à 8 nœuds, on n'en déroge pas. On garantit ces 8 nœuds sur tous nos voyages. Et donc, comment on fait ensuite pour dire quelles économies est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va modéliser les économies qu'on va réaliser sur cette ligne. On calcule les polaires du bateau, c'est-à-dire on calcule quelles vont être les performances à la voile du bateau en fonction des conditions météorologiques qu'on va toucher, en fonction de l'incidence et de la force du vent. Donc on a comment dire, c'est un gros fichier qui compile toutes les performances du bateau et on va les faire matcher avec les statistiques de vent qu'on a observées sur les 30 dernières années et on va simuler un grand nombre de voyages sur la ligne qui nous intéresse. Donc, par exemple, entre Sète et Majinga à Madagascar, on va simuler 3000 voyages. On va faire partir virtuellement le bateau 3000 fois, 3000 matins de suite sur les 3000 derniers jours et on observe le résultat. Et donc, on va voir qu'il y a des voyages qui sont propices parce qu'on a eu de la chance, les vents étaient favorables et on va économiser 85% de fuel. Et puis, il y en a d'autres où, malheureusement, franchement, pas de vent du tout, ou alors tempête, le vent dans le nez, etc. Et on va économiser que 45%. Et les trois quarts du temps, on est entre ces deux extrêmes. Et si vous compilez tout ça, à la fin, on sait vous dire, ben voilà, entre la France et Madagascar, on est à 60%. Malheureusement, on est un peu déçu, mais c'est pas la ligne la plus favorable du monde. Mais bon, que voulez-vous? C'est là qu'on fait de la vanille et du cacao. Et donc voilà. Et de la même manière, si on rejoue le même exercice, nous aujourd'hui, on est à Lorient. On décide de faire un Lorient-Dublin, hein, je dis n'importe quoi, hein, mais on peut tester ça. On fait voyager le bateau 5000 fois entre Lorient et Dublin, et on va vous dire, bon, bah, ici, les conditions sont plus favorables, on a un vent qui est meilleur, et on va pouvoir proposer du 87% à 8 nœuds, ou bien du 68% à 9 nœuds, ou bien du 53% à 10 nœuds, etc. Mmh. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé. Je voulais rajouter une dernière chose quand même sur cette question des 30% de réduction. Louise a précisé quelque chose d'important. Ce pourcentage de réduction, il est indiqué si on le compare au même bateau sans les voiles. D'accord? Au même petit bateau qui va à 8 nœuds sans les voiles. En fait, ça n'existe pas sur le marché. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se comparer avec ce qui existe. Ce qui existe, c'est des très gros bateaux qui font de meilleures économies d'échelle que nous, mais qui vont plus vite et qui sont en route indirecte et du coup qui font plus de chemin. Donc le juge de paix là-dedans, c'est pas vraiment de savoir combien de pourcents du temps on fait de la voile. Ce qui est intéressant, c'est de connaître le nombre de grammes de CO2 émis par tonne et par kilomètre parcouru. Et donc, un cargo conventionnel va être environ à 15-16 grammes de CO2 émis par tonne et par kilomètre, alors que nous, on sera à environ 2 grammes sur cette ligne-là, qui n'est, rappelons-le, pas super favorable, et sur une ligne plus favorable en transatlantique, on sera autour de 1 gramme. Donc pourquoi? C'est parce qu'on fait déjà cet effort d'aller franchement moins vite, et déjà rien que ça, rien que baisser la vitesse à 8 nœuds, ça permet de faire énormément d'économies. Et en plus, on utilise les voiles à 60%, et donc in fine, on a un bilan carbone qui est très bon. Enfin, ne retenez pas qu'on réduit le bilan carbone que de 60%. En réalité, on le réduit de 95%. Je J'enchaîne sur les autres questions. Il y avait je vais pas répondre tout de suite à la question de Monique. On reviendra, je pense, sur les conditions d'investissement. On va rester sur le sujet du bateau. Et on avait une question de Vincent sur quelle différence entre votre projet et celui que nous avons déjà financé sur l'ITA, TOT et SailCop. Euh, alors, moi, je vais parler de Sailcop, de Toth. Enfin, on a plein de choses à dire là-dessus. Je pense qu'on a déjà amené pas mal d'éléments par rapport à Toth. On a parlé de la différence vis-à-vis du conteneur et de la palette, de la ligne aussi par rapport à TOWT. TOWT s'est positionné sur une ligne transatlantique. Là, dans le cas de Wincop, la première ligne, elle est vraiment sur France-Madagascar, ce qui est assez ambitieux et je pense que c'est clair avec ce qu'a dit Niels vis-à-vis des conditions météo, etc. C'est un vrai challenge de se positionner à la voile sur des lignes comme ça.
Et après par rapport à d'autres, bah, la grosse différence qu'on va avoir, c'est le montage, en fait. On est une société coopérative d'intérêt collectif, donc les enjeux sont très différents d'un point de vue économique. On est à lucrativité limitée, on souhaite s'impliquer aussi sur, les enjeux sociaux. On l'a pas du tout évoqué, mais un des volets, sur lesquels Wincop se positionne, c'est aussi les conditions d'embauche, des marins. Et sur Madagascar, on a la chance d'avoir une très bonne formation maritime à Madagascar et donc des marins malgaches. Et notre souhait est de pouvoir avoir un équipage mixte franco-malgache. On a rencontré l'école maritime à Madagascar il y a quelques semaines pour justement pouvoir prévoir de faire des petits séminaires à ces étudiants, les intégrer sur le navire et proposer des conditions de rémunération qui soient équitables entre Français et Malgaches. Donc ça, c'est très important. Le volet social va aussi porter évidemment sur la mixité de genre à bord, et de permettre, d'avoir des conditions de travail pour les marins et les marines, vraiment, de sécurité, en fait. Donc il y a ces aspects-là. Il y a le navire en soi qui est aussi, assez différent, hein. On a travaillé avec 2 cabinets d'architectes hollandais, Dijkstra et Rothschild Design, pour réussir à faire ce challenge d'avoir un porte-conteneurs, à voile qui sera un des premiers avec les autres projets de Zéphyr et Boré. Et là, on est sur un porte-conteneurs qui est très performant. Donc ça a été très exigeant en termes de design. Tu des choses à ajouter sur peut-être Bah, vas-y, je ça te laisse ou terminer, puis après et ouais, on reprendra. Et par rapport à Cellcop, bah, Cellcop, pour le coup, on a là, on est à peu près dans les mêmes valeurs, on va dire, en termes de structure coopérative. Mais Cellcop se positionne sur le marché du transport de passagers et la mise à disposition de navires. Donc, on n'est pas sur les mêmes marchés en frontal. C'est de ce côté-là. Sur les mêmes marchés, en frontal et on propose pas du tout le même service, en fait. Même si à bord de Wincop, il y a 12 places passagers. C'est pas quelque chose qu'on promeut, aujourd'hui, mais il y a, 12 places passagers, qui pourront permettre à des gens, d'aller, dans l'océan Indien, à la voile. Heu, donc voilà pour les différences. bah, ouais, peut-être, j'aurais quand même tendance à dire qu'avec Tote, on propose à peu près le même service. Mais par contre, c'est le modèle qui est différent. Mais en réalité, comme disait Louise, effectivement, on n'a pas exactement les mêmes voiles, eux transportent en palette et nous en conteneur, et cetera. Mais bon, in fine, on propose quand même du transport de marchandises à la voile et on a la même activité. En revanche, la différence, c'est le modèle coopératif et je reviens pas dessus, la vision de société, portée par Enercop, par Julien Noé. Et pour Cellcop, c'est l'inverse. On a le même modèle, la même raison d'être, on va dire, mais par contre, le marché n'est pas le même. Et Cellcop, j'espère que c'est pas réducteur de dire ça, mais je dirais que c'est un peu du covoiturage, mais avec des voiliers. Alors que là, le projet Wincop, c'est quand même des petits cargos qui transportent des conteneurs à la base. Accessoirement, il y a des places pour des passagers, mais pour l'instant, le but premier, ça reste de transporter des marchandises. Mmh. Il y a une OK. question Il de y a une Johan question, de Johan. sur Ouais, sur justement, les passagers? justement, mmh. Oui, prévu de prendre des passagers pour la traversée, revenu complémentaire. En effet, ouais, ouais, je l'ai indiqué, il y a 12 places passagers et ça amène à un chiffre d'affaires, complémentaire, ouais, tout à fait. À noter qu'en fait, on propose 12 places et vous verrez que tous les cargos qui proposent des places pour les passagers se limitent à 12. Parce qu'au-delà de 12, vous passez dans la classe navire à passagers. Et donc, là, c'est très compliqué. Vous devez avoir une drôme de sauvetage très onéreuse, un système d'extinction incendie très onéreux, un médecin à bord, etc., etc. Et cetera. Et donc, dès lors que vous êtes au 13e passager, le 13e passager, il coûte tellement cher qu'en fait, il faut passer directement à 50 ou 100 passagers pour que ce soit rentable, parce que voilà. Donc, on OK. se limite à 12 passagers de la même manière que plein d'autres compagnies. Aujourd'hui, vous allez sur CMA CGM, les grands cargos, ils proposent 12 places passagers à bord. Et Mmh. voilà. On continue avec, la question de Johan sur, la structure coopérative. Donc, est-ce la structure coopérative qui vous a poussé à une double campagne? Donc j'imagine qu'on parle des parts sociales et du financement et des titres participatifs, pardon. Et quel autre financement allez-vous pousser en priorité au-delà du crowdfunding? Oui, donc évidemment, en ayant choisi la structure coopérative, on est contraint, au type de titres que peuvent proposer ces structures. Donc aujourd'hui, une coopérative, elle peut lever des fonds
en part sociale et en titre participatif. Notre objectif au sein de WinCop, on va sûrement pas se limiter à avoir du financement citoyen. Je réponds ainsi à la deuxième partie de la question. On va sûrement faire rentrer, il y a Arcadie déjà qui rentre avec 2 millions d'euros. Il y a peut-être d'autres acteurs type fonds d'investissement à impact qui vont se positionner. Et donc, on va avoir une mixité, en effet, d'acteurs qui vont se positionner. Un des enjeux qu'on se fixe, c'est de pouvoir proposer des taux de rémunération quasi équivalents à des particuliers ou à des investisseurs professionnels. C'est quelque chose qu'on a en ligne de mire et qu'on espère pouvoir conserver. Et donc, le titre participatif, de cette façon-là, nous permet de vous proposer, en cumulant d'une part la rémunération à 4% plus la défiscalisation à 25%, un niveau de rémunération qui est la même que celle qu'on propose actuellement aux autres acteurs. Ces autres acteurs, aujourd'hui, on leur propose aussi des titres participatifs à 6%, vu qu'ils peuvent pas toucher de défiscalisation, en fait. Et évidemment, on leur demande aussi de prendre des parts sociales. Donc, quel est l'intérêt d'avoir des titres participatifs en plus des parts sociales? La part sociale, elle vous donne aujourd'hui accès à la gouvernance. Et pour nous, c'est très important que vous soyez partie prenante, que vous puissiez voter en AG. Votre avis, il compte dans les développements qu'on va faire. Vous êtes les consommateurs finaux, donc vous représentez vraiment les gens qui, en fait, aujourd'hui, sont peut-être les plus sensibles à l'impact des produits qu'ils consomment. Mais le titre participatif va vous amener un peu plus de rémunération. Donc, notre idée, en vous proposant ça, et c'est pareil avec les investisseurs professionnels avec qui on discute, c'est d'avoir une bonne répartition entre les parts sociales et les titres participatifs, vu qu'évidemment, les titres participatifs nous endettent un petit peu, entre guillemets. Donc, le meilleur à faire pour nous Mmh. serait d'avoir du 50% en parts sociales et du 50% en titres participatifs. Je pense qu'en ayant répondu à cette question, on vient aussi J'aimerais bien répondre. Ouais, rajouter vas-y. un petit point. Ouais, c'est bon. Une compagnie maritime, que ce soit Wincop ou Zéphyr Riboré ou n'importe quelle autre, elle n'achète pas les bateaux au niveau de la compagnie maritime. On finance les navires dans des sociétés de projet qui portent l'actif. Donc ce sera le cas pour le premier bateau. Il sera financé dans une société, première société de projet Wincop. D'accord? Donc nous, dans nos rêves, on arrive à lever assez d'argent dans Wincop grâce à la levée de fonds citoyenne pour que Wincop apporte l'ensemble des fonds propres nécessaires au financement du navire dans la société de projet. Et à ce moment-là, Wincop est 100% propriétaire du navire et du coup, on a réussi notre pari. C'est qu'on a un bateau qui appartient aux gens, qui appartient aux citoyens. Si on échoue, si dans 3 mois, on fait le bilan et on a fait une mauvaise levée de fonds sur l'ITA, eh bien, Wincop va apporter un petit peu d'argent dans la société de projet, mais on sera obligé d'aller voir d'autres fonds privés qui vont nous demander une rémunération, sûrement plus importante. Et le bateau, ben, on aura échoué en fait dans notre projet de faire un navire coopératif. Le bateau, il appartiendra aux trois quarts à deux investisseurs privés et puis pour une petite partie à la coopérative. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à faire une bonne levée de fonds au niveau de, de l'ITA, enfin pardon, de Wincop. Et pour ça, il faut quand même qu'on propose une rémunération qui soit pas trop mauvaise. Autrement, ce qui serait triste, c'est de proposer une faible rémunération au niveau de Wincop et du coup de lever peu d'argent et à la fin de se retrouver à aller compléter le financement avec des investisseurs privés à qui, eux, on va servir à un 10 ou 12%. Vous voyez l'idée? Donc c'est pour ça qu'on propose de la part sociale parce que c'est le but intrinsèque de la société, c'est que vous soyez sociétaire et que vous participiez à la gouvernance. Et à côté, on propose du titre participatif un peu plus rémunérateur pour que vous ayez envie de mettre un petit peu plus. Ce Voilà. qu'on peut peut-être ajouter, c'est que d'un point de vue D'un point de vue financier, financier, je peux pas trop parler avec ce je peux double, parler avec ce double. mais en gros, c'est que les Mais en 2 gros, c'est que sont les 2 sont sujets à la réduction sujets d'impôt. à la réduction d'impôt. Ouais, tout à fait. C'est vrai que j'ai parlé des TP, des titres participatifs qui sont éligibles à 25%
défiscalisation. Donc, en fait, vous allez pouvoir déduire 25% de votre investissement de votre impôt sur le revenu l'année prochaine. C'est le cas aussi pour les parts sociales. Donc, on va comme ça répondre à la question de Monique, c'est-à-dire les avantages au sociétariat. La part sociale, vous pouvez défiscaliser 25% de votre investissement. Vous avez une place dans la gouvernance. Vous votez en AG, vous allez élire un élu qui va représenter tous les citoyens au conseil d'administration. Vous allez participer à des cercles de réflexion. Voilà, on espère vraiment pouvoir animer l'ensemble du sociétariat. Et ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir, si vous le souhaitez, c'est des titres qui sont quasiment liquide, on va vous proposer de pouvoir demander un remboursement au bout de 5 ans. Donc voilà en gros les avantages à la part sociale. Le titre participatif, vous avez de la défisque, vous avez une rémunération annuelle de 4%, c'est des titres qui sont détenus pendant 7 ans. Donc au bout de 7 ans, Wincop peut choisir de vous les rembourser. Hem, C'est quoi les questions hop, hop, suivantes? hop. Question Il reste la suivante question de Ça, c'est la Kate. question de de Kate. Kate. Ouais. Quelles sont les caractéristiques de l'économie malgache font-elles de Madagascar un bon choix pour développer une nouvelle ligne de transport maritime? Ah, il y a beaucoup à dire. Ouais, il y a beaucoup à dire sur Madagascar. Euh, J'essaie de retrouver oui, la je carte. sais. Voilà. Alors Madagascar, bah, on en revient là. Niels avait mis en fond des images de notre présence à Madagascar. Moi, je vais juste faire une petite introduction, puis après je te laisserai la parole. Euh, on a quelqu'un qui travaille sur Madagascar depuis 1 an et demi quasiment, qui s'appelle Yves Bourdet. Ça fait 30 ans qu'il est à Madagascar, hein, c'est ce qu'on appelle un Vasa. C'est un blanc qui habite à Madagascar. Et donc lui, il connaît très très bien. Il a dirigé la pêcherie de Nosy Be pendant 18 ans. Il a fait beaucoup d'activités dans différents secteurs économiques sur Madagascar. Et aujourd'hui, l'économie malgache, il y a plusieurs aspects en fait. Si on Mhm. regarde juste le pays et son positionnement économique dans le monde et en termes de développement social, il est très très mal classé. Il est très 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 bas. Voilà, c'est un pays qui est en développement, où il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire. Par contre, on voit sur cette slide, il y a 60% du PIB qui pèse pour 2 milliards, qui est orienté sur le commerce extérieur. Donc d'un point de vue, c'est une île en fait, c'est une île. Donc pour nous, compagnie maritime, adresser un marché îlien, c'est ce qu'il y a de très très intéressant en fait, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'échanges avec l'extérieur. Euh, voilà ce que je pourrais amener de manière très très superficielle en fait. Ce qu'on a, les entreprises qu'on a rencontrées sur Madagascar, c'est des jolies jolies entreprises. On va pouvoir, j'espère, bientôt annoncer les partenariats qu'on a conclus sur place. On a plus d'une quinzaine de lettres d'intention qui sont signées avec des entreprises sur de l'export, tout ce qui est affiché là, hein, sur les épices, etc. Et ça fonctionne quand même très très bien. Mm. Euh, je reviens sur comment on crée une compagnie maritime, enfin comment on ouvre une ligne. Comme on est une petite structure, pour arriver à financer le bateau, il faut qu'on ait des marchandises. Donc je dis peut-être une évidence, hein, mais je veux quand même le rappeler, c'est que il faut qu'on arrive à garantir le chargement du bateau, c'est la phase dans laquelle on est aujourd'hui, pour ensuite parvenir à financer puis à construire le bateau. Et donc, nous, que ce soit Zéphyr et Boré ou maintenant Wincop, on reçoit souvent des sollicitations de personnes qui nous disent, ah ben moi j'exporte 1000 tonnes de miel par an depuis le Brésil. Ou alors je fais des baskets écologiques au Brésil. Ou alors j'exporte des ananas. Bref, tout ça c'est intéressant, mais nous, tant qu'on n'a pas un chargeur qui dit ça m'intéresse tellement que je suis prêt à m'engager dans la durée ou à co-investir dans le bateau, nous on peut pas faire grand-chose. Donc on prend note hein, de ces intentions-là, mais pour démarrer un projet, il faut qu'il y ait un chargeur assez fort qui montre un engagement assez solide pour qu'on puisse se dire ok, il y a de bonnes chances que le projet aille au bout sur la base de de cette première intention. Donc là, vous l'avez compris, on va à Madagascar parce qu'au départ, on a Arcadie qui vient et qui nous dit j'importe 350 tonnes par an,
mes flux sont en augmentation constante de 10-15% par an et j'apporte 2 millions dans le projet. Donc là, on commence à regarder, on commence à étudier la ligne. Mais aujourd'hui, avec WinCop, on étudie d'autres lignes vers l'Afrique de l'Ouest pour importer du sésame et de la farine de coco, vers l'Amérique centrale, vers le Brésil, etc. Mais pour l'instant, notre projet le plus mature, c'est celui de Madagascar. Et voilà. Donc c'est juste pour revenir là-dessus, parce que je me demandais si votre question était pourquoi est-ce que vous allez à Madagascar? Est-ce que le commerce est si propice? Ensuite, donc on a parlé tout à l'heure du fait que la bonne surprise pour nous et la mauvaise pour les Malgaches, c'est que Madagascar est très mal desservi depuis la France. Et donc, on s'aperçoit qu'en plus, notre service est compétitif. Et donc, on arrive à remporter l'adhésion de plein de chargeurs qui, disons-le franchement, se moquent un peu de l'aspect coopératif ou écologique. Simplement, on arrive avec un bateau qui est en ligne directe à 27-28 jours de la France. Et en fait, quand, je ne vais pas dire de scoop, mais quand on échange avec des acteurs de la grande distribution qui importent des produits frais, avec une date limite de consommation limité dans le temps, eh bien, arriver avec les produits plus rapidement, ça permet de les garder plus longtemps dans le magasin et donc c'est un vrai gain financier pour eux. Donc il y a ça. Donc ça fait de Madagascar une destination intéressante pour exploiter un petit bateau comme le nôtre. Le marché entre la France et Madagascar est trop petit pour opérer des gros bateaux, donc les grandes compagnies maritimes s'en désintéressent. Mais nous, en arrivant avec un petit bateau, eh bien, ce marché de niche à exploiter. Et ensuite, quand même, une troisième caractéristique très importante, c'est l'interland, en fait. Les connexions routières dans Madagascar. Avec Louise, on a passé quand même pas mal de temps dans des bus ou dans des 4x4 où pour faire 200 ou 300 km, on met rapidement 8 heures. Donc, transporter des marchandises entre un port et un autre, c'est très complexe. Et du coup, ceux qui font pousser de la vanille ou du cacao dans le nord de l'île ne peuvent pas forcément rejoindre le port principal qui est à Matave, ici à l'est de l'île. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, peut-être pas. Et donc, ils sont sur des ports secondaires, donc les petits points rouges que vous voyez en haut, que sont Vohemar, Diego Suarez, Nosy Be ou Majinga à l'ouest, qui sont des ports beaucoup moins bien desservis que Tamatave. Et donc, dans ces ports, le prix de transport est très cher et les délais de transport sont très élevés. Donc, on s'aperçoit qu'en arrivant, et encore une fois, je me répète un peu, mais en arrivant avec notre petit bateau lent à voile, on a un service qui est hyper canon pour ces ports secondaires. OK. On va enchaîner. Je pense qu'en plus, on est un peu au bout de la session. Yes, il y a trois Il y questions a Trois qui ont eu questions lieu. qui ont eu lieu. ouais, Yannick qui nous demande, vous parlez du trajet Madagascar-France, mais pour le trajet inverse, avez-vous des touches de chargeur? Ouais, oui, oui, oui. En fait, bon, on avait déjà identifié des flux avant de partir à Madagascar, mais le séjour à Madagascar nous a permis de rencontrer directement les acteurs qu'on avait identifiés et donc de pouvoir, ben, on est en train de signer les lettres d'intention avec eux, mais garantir des volumes à la descente, ce qu'on appelle à la descente, donc depuis la France vers Madagascar. L'engagement qu'on a avec WinCop, c'est d'assumer complètement que on va pas être sur de la marchandise à haute valeur ajoutée et bio globalement qui va partir de la France vers Madagascar. Madagascar, ils font tout en bio déjà, donc ils sont pas très intéressés pour récupérer de la marchandise bio comme nous. Par contre, ils ont des industries complètes qui sont absentes. C'est ce qu'on voit sur la slide ici. À l'import, on va se retrouver sur de la grande distribution. Donc, on a des échanges avec un groupe de la grande distribution qui va nous mettre 10% de ces volumes en fait sur le bateau. Il y a des effets personnels et des déménagements. Donc là, ça, c'est lié à la diaspora malgache qui est en France. Et donc, il y a beaucoup de choses. Ils envoient beaucoup de choses vers leur pays. Et on a identifié avec un acteur avec qui on va travailler à l'export aussi, mais de la verrerie. Il y a plus de verriers sur l'île à Madagascar. Donc aujourd'hui, on va ramener des bocaux vides et des capsules qui vont être remplies et on les renverra pleins. Mm. Voilà, mais ça, c'est les marchés qu'on a identifiés pour réussir à justement que le modèle économique soit viable et qu'on ait le bateau rempli à la montée et à la descente. Peut-être aussi noter que on remplit notre bateau à la base avec
quelques chargeurs, on va dire 20-30 chargeurs qui sont les premiers off-takers. Et ensuite, on bouche les trous, entre guillemets, avec d'autres acteurs qui sont les transitaires. Donc, nous, on a 2 transitaires partenaires privilégiés qui sont FTL et Geodis, puisque ce sont nos 2 agents maritimes, Sylogis et Jet. Mais ensuite, on va travailler aussi avec d'autres acteurs comme RDT, Sifa Logistique. Bon, j'imagine que je cite des noms que vous connaissez pas bien, mais un transitaire, pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous voyez une agence de voyage pour vous, pour les gens, eh bien, c'est la même chose, mais pour les marchandises. Un transitaire, c'est eux qui organisent le transport pour plein Ouais, d'entreprises. Donc, aujourd'hui, nous, on travaille avec des transitaires qui nous disent, nous, on a 1000 conteneurs par an qui descendent à Madagascar. Donc, nous, notre bateau, c'est une c'est pas. petite part de ces volumes, quoi. La question de Johan, quel est le risque lié à la corruption et au changement soudain politique, j'imagine, sur Madagascar par rapport aux entreprises partenaires avec qui vous travaillez? Alors, on a la chance, nous, d'être juste un transporteur, en fait. Donc, on n'est pas directement lié, enfin, on n'est pas implanté sur Madagascar, on n'est pas directement lié à tout ce qui peut se passer. Le commerce extérieur de Madagascar, il n'est pas impacté, en fait, par toute la politique et ce qui se passe sur l'île. Donc, on est très, très protégé de ce point de vue-là. Et puis bon, là, les 3 semaines qu'on a passées sur place ont confirmé ce sentiment, en tout cas. Comme je le disais, on a Yves Bourdet qui est sur place et qui nous permet de lier de passer des contrats, voilà, avec des entreprises qui ont des volumes qui sont vraiment pertinents par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Ok. On n'a plus que la question de Philippe. On a 2 questions, il y en a On a une autre 2 qui s'est questions, posée il y en là. a une autre qui s'est posée là. Alors, je réponds, bon, je prends la question de Philippe. La campagne sur l'ITA se clôt quand? À quelle date? Donc, précisément, je pense que c'est aux alentours du 15 décembre. On va Euh, pouvoir On va pousser pouvoir pousser jusqu'au jusqu'au 22. 22 décembre. C'est pour la réduction d'impôts, du coup, on doit clôturer un petit peu avant pour information. Mhm. Mais je ne peux que vous conseiller de marquer vos intentions tout de suite, D'investir tout de plutôt suite. que la dernière minute. Combien de containers sur un voilier? Là, sur le voilier cargo qui est designé actuellement, on a 104 boîtes. Hein. Ouais, 104 équivalent 20 équivalent pieds. 20 pieds. Après, on va transporter du 40 pieds Mhm. aussi, mais Ouais. en EVP, on est à 104. Top. Je crois qu'on a répondu à tout. Je vais tenter une sortie, j'espère qu'on entend bien et pas trop en double. C'est pas évident. C'est bon, vous m'entendez en double ou pas là? Je crois que c'est mieux. Non, c'est bon. Pour C'est nous, bon? c'est OK. Eh ben nickel, top. Du coup, on va pouvoir conclure. Merci à tous les 2. On aura réussi malgré les problèmes techniques. C'est une belle, une belle prouesse. Vous étiez nombreux ce soir, donc merci pour vos questions. Vous pouvez du coup investir en part sociale et en titre participatif. Si vous avez encore des questions, on est l'équipe ITA aussi disponible et n'hésitez pas. Je voulais me lancer dans les raisons pour investir, mais ça va être compliqué, je m'entends encore en double. Merci à tous pour ce Merci. soir. Merci. Et Salut, salut. encore désolé pour la mauvaise connexion, juste pour l'anecdote, pour expliquer. Normalement, on est dans un bureau avec une bonne connexion, mais on habite à Lorient et nous, on habite de l'autre côté de la rade et on rentre en bateau-bus. Donc, si on avait fait le rendez-vous dans nos bureaux, eh bien, on était bloqué de l'autre côté de la rade. Donc, c'est pour ça qu'on est chez nous et avec une connexion un peu moins bonne et on s'en excuse. Merci à tous les 2, c'était quand même clair. Bonne soirée à tous. Au revoir.